Donc bonsoir et bienvenue à tous. Merci Cédric Villani d'avoir accepté cette invitation. Donc d'Éric de Chassey pour décloisonner l'histoire de l'art. Donc maintenant avec les mathématiques. Avant d'évoquer votre projet de musée des mathématiques, nous allons commencer par parler peut-être une question que le public se pose d'ores et déjà, c'est le rapport entre images et mathématiques. Alors ici, nous sommes à l'Institut national d'histoire de l'art où conservateurs, bibliothécaires et également enseignants-chercheurs travaillent sur des œuvres d'art. Merci. Et ma première question, historiens, toutes les personnes que je viens de citer travaillent sur des objets, des œuvres, des artefacts. Quelle différence feriez-vous entre un objet mathématique et un objet d'art? Merci pour la présentation, merci pour l'invitation. Un objet mathématique, ce n'est pas un terme bien défini. On peut argumenter que tout est mathématique, que tout objet peut avoir une représentation mathématique, bien sûr. Alors on va aller vers une dénomination floue, mais qui sera beaucoup plus proche de la réalité. Un objet mathématique, c'est un objet qui a été réalisé dans le but d'illustrer, de représenter ou de s'appuyer sur un concept mathématique. Et après, ça pourra juste être une question de point de vue, si on veut. Entre la spirale du coquillage qui se forme tout à fait naturellement, après que ma définition, elle ne correspond pas à un objet mathématique, mais la même spirale qui aura été faite par le mathématicien soucieux de partager l'idée de la spirale, on pourra la cataloguer comme objet mathématique. Donc, vous pouvez me dire, c'est pas satisfaisant parce que ça dépend de le processus de création de l'objet, mais on peut répondre que c'est la même chose en art. Un objet, selon les modes dans lesquels il a été obtenu, selon la façon dont on le met en scène, on l'appellera objet d'art ou pas, selon qu'il y a eu une intention ou pas. Est-ce qu'on pourrait dire que l'objet mathématique est plus abstrait ? Et ça marche pas non plus. Alors il faut qu'il y ait, disons, s'il y a derrière un contenu abstrait ou abstractisable, si j'ose dire, oui, parce que la mathématique, c'est la science de l'abstraction, c'est la science du concept. Mais ça s'invite aussi dans des choses extrêmement concrètes, bien sûr, la mathématique. Et au départ, ça a été développé aussi pour avoir une prise sur le concret. Et bien sûr, on peut prendre des exemples partout autour de nous, je le fais de façon complètement triviale. Ici, là, vous pouvez voir un gobelet, vous pouvez aussi voir un cône tronqué et décider que c'est un objet mathématique. Et il pourrait être vu comme aussi concret qu'un autre. Tous les débats qu'il y a autour des méthodes d'éducation, et en particulier si vous avez suivi les débats récents autour de la fameuse méthode de Singapour, dont on peut discuter beaucoup. La méthode de Singapour, en tout cas les manuels, ont été obtenus par les personnes en charge, les didacticiens de Singapour, en reprenant des concepts didactiques et pédagogiques qui avaient été théorisés il y a longtemps, en particulier en France et ailleurs, et reposant sur un triptyque systématique. Chaque nouvelle notion mathématique, on la prend en 3 étapes. Première étape, manipulation, du concret. Pas forcément du jeu, mais quelque chose sur quoi on agit pour se rendre compte par soi-même. Deuxième étape, on nomme, on verbalise, on donne un nom à ce qu'on vient de voir et on voit des exemples de ce nom, de ces choses. Troisième étape, on passe au concept abstrait et on explique ce que c'est que la notion abstraite et on travaille dessus. Et c'est dans ce jeu, c'est des retours constants entre concret et abstrait que beaucoup de pédagogies efficaces ont trouvé la clé. Il y a aussi des mathématiciens qui ont créé des objets concrets. Je pense notamment au... si la zapette fonctionne. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines, une zapette en panne. Alors dans ces cas-là, on compte sur la régie pour reprendre la main. Mais Houston... Donc l'Institut Henri Poincaré que vous avez dirigé contient une grande collection de modèles mathématiques voilà, parfait. Donc une grande collection de modèles mathématiques qui ont inspiré parfois des artistes, notamment ici Man Ray qui les a découverts grâce à Max Ernst et qui en a réalisé des photographies. Alors ici, comment est-ce qu'on pourrait définir cet objet du modèle? Ici, vous le voyez, surface de Kummer, c'est très parlant. Alors, on ne va pas chercher à définir précisément de quoi il s'agit,
Mais on va dire que la surface de Kummer est un exemple de réalisation qui, disons, illustrerait un cours de géométrie algébrique, dans laquelle on s'intéresse aux objets géométriques à travers les équations algébriques qui les réalisent. Ceci est un exemple parmi beaucoup, intéressant en particulier par les intersections, vous les voyez, qui sont impossibles à réaliser réellement dans le monde physique. Hein, il n'y a pas de laser qui va avec? Non. En tout cas, vous voyez qu'il y a des endroits où on a voulu représenter le fait que ça devient infiniment petit. Et évidemment, on a dû faire une approximation dans le monde physique. Man Ray les a découverts en 1934, 6 années après l'ouverture de l'Institut Henri Poincaré à Paris. Et les surréalistes étaient fascinés par ces formes. Oui, très beau, ça ce sont mes deux préférés. Mes deux préférés, ici surface à courbure constante, qui a cela de particulier qu'en chaque point, la surface est la même et ressemble localement à une selle de cheval. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que d'abord, Man Ray était fasciné par ça sans rien y comprendre. On a la preuve qu'il n'y comprenait rien parce qu'à un moment, il a photographié avec grand soin le support qui servait à soutenir l'une des plâtres. Il a représenté après dans ses tableaux et tout ça comme s'il y avait quelque chose d'important derrière, alors que c'est vraiment juste un support qui avait été construit de façon complètement approximative. Ce qui est très intéressant, c'est la mise en scène. Hein. Ici, peu importe l'équation, ici c'est une surface, on l'obtient avec des... Vous voyez les fils qui sont utilisés dans le modèle et qui servent à matérialiser des droites, très fréquents quand on veut représenter des surfaces qui sont obtenues par des balayages de droites, si on veut. Quand on voit ça, on ne se dit pas c'est une surface avec des droites et qui sait quoi, on voit un masque. On voit deux yeux, on se dit qu'il y a une intention derrière. Et c'était ça l'idée de Man Ray. Ces objets-là, ils sont fascinants parce qu'ils ont été faits de main d'homme, ils ont été conçus pour matérialiser un concept abstrait qui m'est étranger, et j'ai le droit en tant qu'artiste de les transformer pour en faire des œuvres d'art. Et le simple fait que je les mette en scène va les transformer en œuvres d'art. On rapproche souvent le travail de l'imagination à celui du travail de l'artiste. Est-ce que pour vous, un mathématicien, c'est un métier qui demande autant d'imagination que l'art, que celui de l'artiste? On a plein d'histoires de mathématiciens expliquant que le travail de mathématicien demande beaucoup plus d'imagination que celui de l'artiste. Alors on peut y voir une certaine arrogance, bien sûr. C'était l'histoire prête à David Hilbert, le trait d'esprit suivant. Quand l'un de ses élèves est devenu plus tard est parti dans la poésie, il a dit « J'ai toujours pensé qu'il n'avait pas assez d'imagination pour être mathématicien ». Et au-delà de la boutade, bien sûr, il y a cette idée que ce qui vous assure une réputation dans le monde mathématique, c'est avant tout votre faculté à imaginer des choses nouvelles, à imaginer des problèmes auxquels les gens n'avaient pas pensé et qui s'avéreront féconds, à imaginer des solutions inattendues. Il est très clair aussi que le mathématicien, la mathématicienne se considèrent comme des artistes, qui a une dimension de rigueur et une dimension d'imagination dans laquelle le sentiment artistique est très fort. De façon intéressante aussi, les mathématiciens n'ont pas de pudeur par rapport à la notion de beauté, qui souvent pose des soucis en art. Et quand on vous dit, quand un artiste s'entend dire que son œuvre est belle, il va dire « j'ai pas fait pour être belle, j'ai fait pour qu'il y ait un message ou qui sait quoi, ou pour bouleverser des choses ». En revanche, les mathématiciens, eux, sans conteste, recherchent la beauté. Oui, c'est d'ailleurs justement cette beauté qui rapproche souvent la mathématique de la musique. Il y a souvent ce lien qui est fait entre mathématiques et musique. C'est presque un lieu commun d'entendre les mathématiciens dire que pour eux, la beauté musicale est similaire à la beauté mathématique. Mais justement, ce lien entre art visuel et mathématiques, on l'entend peu souvent en fait. Quel lien vous verrez, vous, concrètement, avec la représentation graphique, picturale Alors, évidemment, on va dire, et là vous avez mis une image de musique, de partition musicale, on se dit au départ, image et musique, ce sont deux domaines différents. On
N'empêche qu'entre les deux, il y a la transcription musicale en notes et tout ça. On sait que Jean-Sébastien Bach, par exemple, aimait bien jouer même avec le dessin, l'image des mélodies, et s'amuser à faire des renversements, par exemple, des symétries dans un sens ou dans l'autre, et en fonction de ce jeu d'écriture, obtenir une nouvelle musique. On sait bien aussi que la mathématique est basée à la fin sur des rapports entre les choses, des rapports entre les nombres, c'était la vision de Pythagore, des rapports entre les concepts, et beaucoup de variations à partir d'éléments qui sont simples. Et comme on voit dans les éléments d'Euclide, vous partez d'un petit nombre d'axiomes, des postulats, et puis vous les combinez pour arriver à des choses complexes. Et en musique aussi, on combine des éléments simples de plein de façons différentes. Ces éléments simples, c'est les notes, qui sont, quel que soit le système musical, en nombre réduit, et les rythmes, où là encore, sous d'habitude, on se donne une palette de rythmes ou de durée, disons, qui n'est pas si grande que ça. Et en combinant les ingrédients les uns et les autres, on obtient une très grande richesse. Ce que je viens de dire ne tient pas compte du timbre, mais ça représente quand même une bonne partie de l'art musical. Alors ici, le document, je vais le commenter un peu. György Ligeti est un, bien sûr, très célèbre musicien hongrois qui avait une appétence scientifique, mais n'était pas assez bon en sciences pour suivre des études de sciences, mais qui a poursuivi dans sa carrière musicale des idées scientifiques de façon très pertinente. Enfin, quand on lit Ligeti dans le texte, on voit qu'il comprend ce dont il parle, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes qui se sont essayés à l'utilisation de sciences dans leur art. Par exemple, il vous parle de système dynamique, il vous parle de chaos, il vous parle d'entropie. Ici, ce qui l'intéressait, c'était les contraintes. Alors ici, nous avons un extrait de Musica Ricercata, une œuvre de jeunesse, dans laquelle il se dit aussi, allez tiens, je vais me donner comme des exercices de style, et peut-être que des contraintes formelles, mathématiques qu'on va se donner, va naître quelque chose d'original. C'est un thème qui est très classique chez les artistes et aussi chez les mathématiciens. Il faut se trouver les bonnes contraintes, et des fois on va s'inventer des contraintes, et c'est de là que naîtra l'élan créateur. Ou comme un Pérec dans La Disparition, ou bien d'autres. Et alors ici, la contrainte, ceux qui sont prêts, je ne sais pas si vous pouvez voir ce qu'il y a de particulier dans la partition. Pardon ? Ça ressemble à quelque chose de périodique aussi, mais il y a quelque chose de bien pire que ça. Il n'y a que des la. Il n'y a que des la. Il n'y a que des la. Alors, quelque part, il y a un texte du mathématicien Leonhard Euler qui développe une théorie de la musique et dans laquelle il explique les bases mathématiques de la construction de la gamme. Des choses qu'on apprend, qu'on devrait apprendre dès qu'on parle un peu de musique, tellement les choses sont simples, si on veut, en tout cas en lisant avec un cours de physique, et qui disent, en gros, pour l'octave, il s'agit de multiplier la fréquence par 2, entre un La de référence à 440 Hz et le La de l'octave au-dessus, qui lui est à 880 Hz. La différence, c'est qu'il y a 2 fois plus de battements par seconde dans le second que dans le premier, et on entend une octave plus haut. Et on entend que ça sonne vraiment pareil, parce que comme c'est pile 2 fois la fréquence, eh bien toutes les 2 périodes, on revient, ça se superpose exactement. Et on se dit, après il dit, si on faisait si on utilisait toujours la même note, ça serait vraiment très ennuyeux. C'est pour ça qu'on introduit d'autres éléments. Et le premier élément qu'on introduit, ça remonte à Pythagore au moins, c'est la quinte. La quinte, c'est au lieu de multiplier par 2, on multiplie par 3 sur 2. Donc on introduit non seulement des 2, mais aussi des 3, et à partir de là, on peut reconstruire toute la gamme. Et là, Ligeti, comme pour faire un pied de nez à cet ancien texte de l'air, il dit, moi je vais faire une étude qui sera entièrement en La. Alors ceux qui la connaissent savent que c'est pas exactement vrai, la note finale est un Ré, mais toutes les notes avant sont des La. Et quand on entend ça, on se dit, ça doit vraiment être le morceau le plus ennuyeux de la Terre, mais pas du tout. Parce que, évidemment, il joue sur tout le reste. La variété des intensités, des rythmes, c'est très dur à jouer, bien sûr, parce qu'on passe son temps à des chevauchements de rythmes improbables et des nuances extrêmes.
Et c'est un exemple aussi d'une pensée, disons, intéressée à la structure, intéressée à la mathématique, qui va influencer la création artistique. Oui, il y a cette limitation à un vocabulaire qui est celui des notes, et il y a cette graphie, effectivement, qui peut aussi évoquer la graphie des formules mathématiques. Alors, vous avez un meilleur coup de main que moi, je crois. Alors, paf. Voilà. Alors, voilà. Je pensais, voilà, c'est tout à fait, c'était ces deux œuvres que je voulais, dont je voulais parler. Ce sont deux aquatintes issues d'une série Congenitas conservée au Metropolitan Museum of Art, qui était présentée l'année dernière dans une petite exposition Picturing Math pendant plusieurs mois. Et le mathématicien Daniel Roquemort est allé interviewer d'autres mathématiciens pour leur demander quelle serait pour eux la formule la plus belle qu'ils aient croisée. Et donc là, on a deux extraits. Est-ce que vous connaissez par hasard ou pas ces formules? Celle-ci, je la connais bien. Celle-ci, elle me dit quelque chose, mais là, c'est des souvenirs lointains. Taux de n, sigma de n, ça me fait penser aux formules à des formules d'Euler, mais honnêtement, non, je suis pas sûr de ce que c'est ça. En revanche, ça, je connais bien. C'est la formule itérative de Newton, une formule générale pour résoudre des équations, et qui a été une petite révolution en mathématiques, permettant de calculer de façon rapide des solutions de certaines équations, et qui était au début utilisée comme une formule vraiment de calcul effectif pour trouver, on sait qu'une solution existe, on va la calculer très précisément. Si on l'applique cette formule, par exemple, pour la résolution de problèmes tels que l'extraction de racines carrées, on trouve des méthodes qui convergent extrêmement rapidement vers la solution, beaucoup plus rapidement que les méthodes qu'on peut apprendre à l'école d'habitude pour extraire les racines carrées. Et cette technique est devenue ensuite une technique théorique redoutable, permettant de montrer que certains problèmes ont une solution. Cette formule a joué un rôle important dans ma propre carrière à travers des études de stabilité des plasmas. Vous aviez aussi cette formule-là que j'ai trouvée dans un de vos articles scientifiques, qui a été... C'est joli, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous parler de ça. Ça, c'est un article qui est cher à mon cœur. Je crois que c'était en 1997, ce qui ne nous rajeunit pas, 21 ans déjà. Et c'est le premier article dont je sois vraiment fier. Enfin, quand je regarde, vous savez, quand on regarde ces œuvres de jeunesse, on se dit, ouais, bon, là, bof, c'était pas terrible. Mais quand je regarde ça, je dis, quand même, c'était pas mal. Et donc, l'histoire est la suivante. J'étais en visite à Pavie auprès du professeur Toscani, spécialiste de l'équation de Boltzmann. Je l'avais rencontré quelques mois auparavant dans un colloque en France. Je lui avais montré une grosse erreur dans un de ses articles. Très bon moyen de devenir copain, vous savez. Et il m'avait invité à Pavie pour venir travailler avec lui. Et quand lui, il était directeur de laboratoire, ce qui veut dire qu'il passait tout son temps à des contraintes administratives quand il était chez lui. Et donc, quand je suis arrivé, il m'a dit, moi, j'ai pas le temps, mais tiens, essaye cette idée-là, qui a l'air un peu folle, et puis on va voir ce qu'il en sort. Et c'est pour prouver la conjecture de Cercignani sur l'augmentation de l'entropie et tout ça. Bon. Alors, moi, j'avais tout mon temps, j'étais thésard. C'était une époque dont j'ai un peu de nostalgie. Et je m'étais mis à faire tous les calculs pour essayer son idée. Et puis, au bout des calculs, après quelques heures, je me suis dit, cette idée, non, elle était vraiment stupide, il n'y a aucune chance qu'elle marche. C'est une grande naïveté. Et puis en faisant les calculs, j'ai remarqué ce truc-là qui sortait des calculs. Vous voyez, il y a un carré parfait, là, un grand machin au carré, mais ça sortait au bout d'un long calcul, il y avait genre 15 termes différents qui seraient assemblés pour faire un carré parfait. Et j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, la méthode de Toscani, elle ne peut pas fonctionner, mais là, le calcul que je viens de trouver, il est trop beau pour être inutile. Et de fait, c'était le début de la solution. J'insiste sur cette idée, trop beau pour être inutile, parce que c'est quelque chose qui guide souvent les mathématiciens. Le premier guide du mathématicien, c'est la recherche de la beauté formelle. Quand il y a un truc qui sonne bien, une formule qui surgit avec plus d'éclat, plus de simplicité que ce que vous avez prévu, vous dites là, je suis sur la bonne voie et je vais continuer. Et certains ont théorisé, ont réfléchi à ça et ils se sont dit c'est pour ça que le sens esthétique s'est développé chez les mathématiciens, comme une façon d'être guidé dans un océan de possibles parmi toutes les stratégies, toutes les formules possibles.
Juste avant, nous avons vu une œuvre d'art contemporain qui évoquait donc la mathématique. Vous avez participé à cette exposition Mathématiques, un dépaysement soudain qui a eu lieu à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette expérience et du lien peut-être particulier qu'entretiendrait la mathématique avec l'art contemporain ? La thèse de l'équipe de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, c'était que la mathématique est une forme d'art contemporain. Et ils ont voulu insister sur ce lien artistique et également parler de la mathématique actuelle, pas seulement les recherches mathématiques classiques, le tronc, le corpus que l'on enseigne dans les lycées, et qui est bien compris. Et ils ont voulu parler aussi de l'activité de recherche mathématique en interviewant des chercheurs, par exemple. Et c'était un gros risque qu'ils avaient pris. Je me souviens de Hervé Chandès pendant toute la préparation de l'exposition, très inquiet sur le fait que l'exposition pouvait s'écrouler, que les sponsors n'étaient pas au rendez-vous. Un rôle important avait été joué par David Lynch, qui avait été l'auteur de la scénographie telle qu'on peut la voir, en particulier cette espèce de demi-boule, demi-sphère, en particulier pour rassurer les sponsors. Le fait que David Lynch ait mis son nom a permis finalement à l'exposition de se tenir. Finalement, l'exposition a été un vrai succès, 70 000 visiteurs ou quelque chose comme ça, et succès critique aussi. Et leur principe dans l'exposition avait été de systématiquement apparier des mathématiciens avec des artistes. Parmi les mathématiciens, il y avait quelques-uns des plus grands mathématiciens contemporains, des gens comme Misha Gromov, par exemple. Parmi les artistes, donc, il y avait eu David Lynch, Patti Smith était là, Raymond Depardon avait participé, Jean-Michel Alberola. Kitano aussi. Takeshi Kitano avait été invité absolument. En discutant avec lui, j'ai découvert que c'était un passionné de mathématiques. Et il recommandait ça, il me disait, sur un tournage un peu compliqué pour me détendre, moi je fais un petit exercice de mathématiques. Bon, ça avait été une surprise pour moi, mais on trouve toujours plein de surprises dans ce domaine. Ici, vous avez une autre réalisation japonaise. Donc ici, c'était du sculpteur Hiroshi Sugimoto. Et voilà, et c'était encore une autre variante de ces surfaces à courbure négative, constante. Le parti pris de la Fondation Cartier était de le mettre ici dans une mise en scène vraiment comme de l'art contemporain, ici avec presque une dimension mystique, seul au milieu de la pièce. Ça, c'était une exposition temporaire, mais qu'en est-il en fait des lieux dédiés et intégralement consacré à la mathématique? Il y en a assez peu en France. Il y a la MMI à Lyon, Maison des mathématiques et de l'informatique, mais la France n'a pas encore de musée national, ou du moins dédié à cette science, alors qu'en Allemagne, bientôt en Angleterre, en Italie, il y en a déjà. Et donc, vous avez le projet de réaliser au sein de la nouvelle extension de l'Institut Henri Poincaré, dont on voit ici à gauche le bâtiment actuel, et de l'autre côté, le bâtiment Jean Perrin qui se trouve juste en face et dans lequel donc va se trouver cette extension. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Donc, le projet qui est le grand projet de mon mandat, alors je vais faire une légère rectification par rapport à ce qui était annoncé. Je ne suis plus directeur de l'Institut Henri Poincaré. Pour des questions de non-cumul, j'ai abandonné mon mandat en même temps que je me suis fait élire député. En revanche, j'ai conservé un pied dans le projet de l'Institut Henri Poincaré à travers la fonction bénévole de président du fonds de dotation de l'Institut Henri Poincaré. Donc, je reste impliqué dans la réalisation de ce projet qui devrait atterrir en 2020. Le projet, c'était effectivement de mettre sur la carte, en sens d'offres muséales, d'offres culturelles, un lieu qui soit consacré à la mathématique. Et effectivement, il y en a très peu si on le compare à la grande variété de musées au sens classique du terme un peu partout en France. J'exagère un petit peu, mais quand même de nombreux. Notre volonté, c'était que ce musée se distingue des expériences qui existent déjà dans d'autres pays par son ambition conceptuelle. Et que dans ce lieu, dans l'Institut Henri Poincaré de façon générale, pris comme un bloc, on trouve presque au même endroit la recherche, la pédagogie et l'industrie. Et que donc on y voit des réalisations technologiques,
en partenariat avec des entreprises de haute technologie en particulier, qu'on y voit aussi des expérimentations pédagogiques et qu'il y ait des chercheurs qui soient là, qui puissent parler de leurs recherches et que tout ça soit dans un même lieu. On l'appelle pas musée, ou on l'appelle plus musée, on l'appelle maison. C'est un endroit où chacun doit se sentir invité, qu'il soit mathématicien, mathématicienne ou pas. Et c'est un endroit où il doit y avoir beaucoup d'interactions. Des interactions humaines, des médiations sur le modèle de ce qui a fait la célébrité du Palais de la Découverte, des visualisations, des salles dans lesquelles on discutera de ce que c'est que la signification de la mathématique, pourquoi on fait cette discipline, quel est son sens, quels sont les mots-clés, très mal compris souvent. Beaucoup de gens pensent que la mathématique c'est l'art du calcul, pas du tout. Des pièces où on s'interroge sur la transmission et tout ce qu'il y a de social du côté mathématique, c'est quoi la production d'articles, quels sont les livres influents qui ont contribué à répandre les idées mathématiques, quel est le trajet de la discipline d'un peuple à l'autre au cours des siècles. Des lieux où on fera des expériences immersives, alors on travaille sur le développement d'expériences de réalité augmentée avec la technologie HoloLens de Microsoft, toute une affaire qui malheureusement fort consommatrice d'argent et donc de subventions pour l'instant, mais qui est un vrai travail de défrichage, unique au monde pour le coup, où on se demande comment utiliser ces technologies d'incarnation virtuelle, si on veut, augmentée, pour faire passer au mieux des concepts mathématiques et qui seraient en quelque sorte complémentaires de l'approche par modèle physique, tel qu'on les a vus dans les images de tout à l'heure. Voilà, le projet veut s'adresser à tous et le projet est prévu pour ouverture en 2020. D'accord. J'avais une dernière question concernant une figure que vous connaissez peut-être, que vous connaissez sûrement bien sûr, celle d'Émile Borel, qui a beaucoup de points communs avec vous, qui fut le premier directeur de l'Institut Henri Poincaré, qui était mathématicien et qui était également député. Et Émile Borel a été en charge en 1937 de la réalisation de l'unité mathématique du Palais de la Découverte et a laissé quelques textes où il s'interroge justement sur la possibilité de montrer la mathématique actuelle. Il pense que c'est assez compliqué. Et la dernière question que j'aimerais vous poser concerne justement son engagement politique. Vous nous avez rappelé que le métier de mathématicien est un métier d'imagination. Et il y a assez peu dans l'Assemblée nationale d'artistes, assez peu de scientifiques. Donc il y a assez peu en fait de personnes formées qui ont un métier formé à l'imagination d'une certaine manière au Palais Bourbon. Et qu'est-ce que cela implique sur votre regard, dans votre regard sur la politique, d'être mathématicien? Alors, Émile Borel, effectivement, est une figure tutélaire. Émile Borel et Jean Perrin étaient très liés et leurs deux bâtiments étaient en face l'un de l'autre. Émile Borel à l'Institut Henri Poincaré et quelques mètres en face, Jean Perrin. Nous sommes en train de réaliser l'unification de ces deux bâtiments et précisément comme un écho de ce lien entre Perrin et Borel. Borel n'a pas seulement été député, il a aussi été ministre, il a aussi été maire, il a eu une vraie carrière politique importante. Et son engagement scientifique, son engagement politique se répondaient. À certains moments, il a dû mettre sa carrière politique entre parenthèses pour se consacrer à sa carrière mathématique et vice-versa. Il y a eu une influence aussi de l'une vers l'autre. Par exemple, l'une des raisons qui ont fait que Borel était motivé pour le développement des probabilités, et l'un des premiers à développer ça systématiquement en France, c'était le lien entre probabilité et science de la décision, importante en politique. On va ajouter que, effectivement, il n'y a pas beaucoup traditionnellement de scientifiques en politique. Il y en a beaucoup plus maintenant qu'il y a encore un an à l'Assemblée nationale. Et c'est très clair, on le voit dans la composition nouvelle de l'Assemblée. Il y a eu des écosystèmes, des occasions particulières dans lesquelles on a retrouvé des mathématiciens en politique. La plus étonnante et la plus marquée peut-être, c'était au Sénat italien, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où on trouve une proportion importante de mathématiciens, assez singulière. Comme si c'était une question avant tout culturelle, plus que des obstacles de la formation. Il est important, je crois, qu'il y ait des experts de ceci ou de cela qui soient
qui fait une carrière dans un domaine particulier avant d'aller à l'Assemblée nationale. Ils savent ce que c'est que d'avoir développé des projets pendant des années, d'avoir cherché des subventions, de s'être plongé dans une spécialité. Ils connaissent les problèmes particuliers qui y sont associés. Et puis, ils sont habitués à rechercher des raisonnements extrêmement sophistiqués sur un domaine ou un autre. De fait, le nombre de dossiers qui se sont mis à me submerger à partir du moment où j'étais à l'Assemblée nationale a bien prouvé pour moi qu'il y avait un besoin. Je me suis retrouvé chargé de plusieurs missions gouvernementales, chargé du redressement de l'Office parlementaire scientifique, interpellé par de nombreux acteurs sur les évolutions dans le cadre légal, par exemple, de notre système d'innovation et de sciences. On voit qu'il y a un vrai besoin. Merci beaucoup Cédric Villani. Merci. La date de l'ouverture de ce musée, est-ce que vous avez une approximation? Oui, l'approximation c'est 2020. Alors, comme on sait bien, les grands travaux, il y a toujours une incertitude sur la date d'ouverture. Mais pour l'instant, on s'en tient au calendrier. Il y a quelques petites complications dans le dossier. Par exemple, le bâtiment Perrin dont vous parliez, avant de l'ouvrir au public, il faut être sûr qu'il est nickel chrome, et ça veut dire en particulier s'occuper de la décontamination de l'amiante, décontamination radioactivité, décontamination mercure, décontamination plomb, ce qui demande un certain effort, vous voyez. Mais on s'est bien attelé à surmonter tous les obstacles. Je ne sais pas si c'est prévu qu'il y ait des questions de la salle, je ne sais pas si on a le temps, je ne sais pas qui est. Je ne sais pas si on va avoir le temps. Ben oui. Voilà. Alors, mon dernier mot sera pour dire que sur les parallèles mathématiques, art et le reste mathématiques, art et culture, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet dans ma communication. J'ai fait une série de conférences à la Maison des Métallos au long de ces 2 dernières années dans lesquelles systématiquement je replaçais les questions mathématiques dans un contexte historique, culturel, artistique. Et ça fait partie d'une conviction profonde que ça n'existe pas, la culture scientifique. Il y a un truc qui est la culture des sciences, qui est intégrée à la culture, et c'est une erreur que de vouloir le mettre à part. Et les mathématiques font partie de notre culture, fait partie de notre histoire, fait partie de notre société, a changé notre façon de penser, a changé nos outils, que ce soit au service de l'art ou au service de la création, a changé tout. Et c'est important qu'on s'habitue à parler dans des contextes généralistes aussi de ce que c'est que la mathématique. Merci beaucoup. Merci.